pourquoi je vous garde. Je vous aime, c'est pourquoi je vous garde. C'est de la fraternité. Restez, on finit tout de suite. Alors, nous allons enchaîner rapidement. Bon, en fait, vous voulez venir faire le keynote comme ça, nous, faisons ça, ça pourrait marcher. Alors, cette fois-ci, nous allons parler de l'apport du secteur privé dans la lutte contre la cybercriminalité. Bon, la majeure partie de ceux qui sont là, je suis sûr que ce sont des cybercriminels, mais qu'eux-mêmes ne le savent pas encore. Oui, l'utilisation que vous faites de vos réseaux sociaux, là, c'est de la criminalité. Alors, Ada, tu t'en vas chercher mon keynote. Alors, veuillez accueillir M. Abdoulaye Traoré, expert en système d'information en cybersécurité. M. Traoré, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va doucement. Vous avez passé une bonne journée? Oh, ouais. Suffisamment d'énergie pour partager un peu avec eux? Ils ne sont pas trop fatigués. Ouais, c'est pourquoi le transfert d'énergie va être très utile. Oui. On va essayer de faire de... Ça sonne comme un mensonge organisé. Ok. Ça sonne comme un mensonge organisé. On vous a à l'œil. Alors, Monsieur Traoré, on dit que vous travaillez à la Malienne d'ingénierie, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que l'on fait à la Malienne d'ingénierie? La Malienne d'ingénierie, c'est une structure qui travaille dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. On fait tout ce qui est audit, tout ce qui est test de pénétration, tout ce qui est schéma directeur pour les entreprises. En fait, on fait de telle sorte que le système d'information soit une valeur ajoutée pour les clients. Généralement, les gens utilisent le système d'information juste pour... Français facile, s'il vous plaît, parce que moi, vous m'avez perdu. Ah bon? Comment ça? Français facile. En français facile? Ok. L'objectif, c'est quoi? Les systèmes d'information, c'est dans une entreprise, par exemple, on a tout ce qui est serveur, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est process, c'est-à-dire les procédures, les règles. Et l'élément important qui supporte tout ça, c'est l'humain. Donc, c'est tout ça qu'on appelle système d'information. Donc, nous, notre travail, c'est de faire de telle sorte que tout ça là puisse créer de la valeur pour l'entreprise, que ce soit de façon pécuniaire ou que ce soit que ça crée de la valeur en tout cas. D'accord. Je pense que c'est bon parce que bon? la première explication, ils étaient un peu dans... Ah, ok. Ouais. D'accord. Excellent. Alors, vous-même, vous voulez nous donner une brève description de votre personne? Ah, ça c'est très difficile, mais bon. C'est l'exercice le plus difficile. Voilà, ça c'est très difficile. Oui. Abdoulaye Traoré, 39 ans, expert en système d'information, cybersécurité, enseignant. J'adore transmettre. Réellement, je pense que l'une des solutions pour nous, réellement, c'est de transmettre. Quoi. Oui. Réellement, de véhiculer, c'est de transmettre. Si ceux qui ont les compétences, c'est de transmettre à la nouvelle génération. Que tout le monde soit bon, quoi. On dit que la chose la plus... j'ai oublié le nom de la citation, mais je vais essayer de le dire avec mes mots. La plus grande des richesses, c'est la connaissance et le partage de connaissances, je pense. Je pense que c'est ça. C'est cela. Non, c'est cela. Je te tutoie, tu peux me... Oui, on dit que la meilleure des richesses, c'est le savoir et le savoir partagé. Voilà, c'est ça. C'est cela. Dans mon indo. Voilà. Alors, partageons le savoir. Voilà, c'est ça. Quel est, selon vous,
l'apport du secteur privé dans la lutte contre la cybercriminalité au Mali. Bon, déjà, quel est l'état des lieux de la lutte? La présentation est là. Voilà, la présentation, elle est là. La régie. Régie, on y va? On se met au travail. En retard. Les gens, vous êtes fatigués? Non? Vous avez? Oh, on a faim. Bon, on va s'exercer en attendant que la régie soit prête. Voilà. C'est bon, je crois que il y a... Voilà. Bon, qui est là. Faites juste un debout et réasseyez-vous. Toute la fatigue, la faim, tout va disparaître. Oui, essayez simplement. Vous vous levez simplement et vous vous réasseyez. Voilà. C'est souvent la position assise là qui empêche les cellules de faire leur travail. Parfait. Alors, Monsieur Traoré, nous sommes à vous. OK. Donc, le thème va se porter sur 5 zones. Tout d'abord, on va essayer de parler, d'introduire, essayer d'expliquer les concepts. C'est quoi la cybersécurité? C'est quoi la cybercriminalité? On va essayer de parler avec quelques chiffres, n'est-ce pas? On va essayer de parler du contexte de la cybermenace au Mali. Ensuite, le rôle du secteur privé dans la lutte contre la cybercriminalité. Ensuite, les recommandations et on va finir par une conclusion. Donc, selon vous, apparemment tout le monde parle de cybercriminalité ou de cybersécurité. C'est quoi la cybersécurité selon vous? La police de l'Internet? La police sur l'Internet? La cybersécurité? OK. OK. Bon, pas trop ça. Bon, et suivons. Oui. Alors, moi, je dirais que la cybersécurité, c'est la sécurité dans l'espace cyber. OK. Et tout ce qui concerne les systèmes d'information, l'Internet, etc. OK, c'est pas faux. C'est quoi la cybersécurité? On dit que c'est l'ensemble des lois, des politiques, outils, dispositifs, concepts, mécanismes de sécurité qui permettent de protéger les réseaux et les systèmes d'information contre la criminalité et autres menaces provenant du cyberespace. C'est pas loin de ce que vous avez dit. Voilà. Il y a les gars de l'APDP qui étaient là, qui ont parlé de les lois qui ont été votées, n'est-ce pas, celui de 2019 et celui de 2021, n'est-ce pas? Donc ça, c'est l'ensemble des lois, les politiques, les outils. Les outils, ça peut être quoi? Ça peut être les firewalls, voilà, tout ce qui est technique, n'est-ce pas? Les normes, voilà. Donc, c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle, qui fait la cybersécurité. Et la cybercriminalité. Bon, avant d'y arriver, l'objectif de la cybercriminalité, plutôt de la cybersécurité, c'est de protéger les données. C'est-à-dire d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. On disait que l'or noir l'or noir, c'était quoi? L'or noir, c'était le pétrole. Actuellement, l'or noir du 21e siècle, c'est les données. Recording in progress. Voilà. Donc, l'objectif de la cybersécurité, c'est de sécuriser les données, de faire de telle sorte que les données soient confidentielles, intègres et disponibles, quand on le veut. Voilà. Donc, ça, on a posé ça comme base. On y va. Donc, quelques domaines dans la cybersécurité. Il y a la sécurité physique, qu'on néglige souvent. La sécurité physique, c'est quoi? C'est les caméras de surveillance, les contrôles d'accès, les badges qu'on met lorsqu'on rentre dans les bureaux, la sécurité des réseaux et des infrastructures, la sécurité des systèmes et des applications, sécurité mobile. On a tout ce qui est GRC, gouvernance, risque, conformité, les normes ISO 27001, ISO 27005, PCI DSS, NIS.
On a tout ce qui est Security Operations Center, les SOC, voilà, qui vont permettre de surveiller 24 heures sur 24 l'infrastructure du client. On a les analyses forensiques, c'est-à-dire les analyses qui peuvent nous permettre de mener des enquêtes d'investigation numérique. Par exemple, lorsqu'il y a eu un hack ou bien lorsqu'il y a eu un crime dans le cyberespace, on peut, comme dans la vraie vie, comme avec la police scientifique ou comme avec les séries comme... comment on appelle les séries là? Moi, je me rappelle des anciennes séries. Derrick. Moi, je me rappelle de Derrick et de Colombo. Mais je pense que vous, votre génération, c'est plus New York Unité Spéciale ou des trucs comme ça. Ce qu'ils font, voilà. On peut faire la même chose. Remonter l'attaque. Comment ça s'est passé? Donc ça, c'est l'analyse forensique et la sensibilisation et formation des utilisateurs. Voilà. Donc tout ça, il y a énormément de domaines, mais on va essayer de parler de quelques-uns en fait. Voilà. Donc maintenant, la cybercriminalité, c'est quoi la cybercriminalité? La cybercriminalité, on dit que désigne l'ensemble des infractions illicites commises via les réseaux informatiques ou visant les pénales et les activités systèmes d'information. On a quoi? Exemple, on a tout ce qui est fraude, tout ce qui est vol de données, attaque contre les systèmes d'information, piratage, diffusion de contenu, vente de substances illégales. Voilà. Donc, c'est tout ça qui constitue la cybercriminalité. Et on va essayer de parler de quelques chiffres. Mais avant cela, la cybercriminalité, les acteurs, c'est quoi? En Côte d'Ivoire, on va les appeler les brouteurs. Au Nigeria, on va les appeler les Yahoo Boys. En Bénin, on va les appeler, j'ai oublié le nom déjà. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Les Béninois, là, ils disent qu'ils font des portefeuilles magiques. On n'a pas fait de portefeuille magique pour vous? Pas pour l'instant, ok. D'accord. Donc, on va essayer de voir la cybercriminalité avec quelques chiffres. Dans le monde, en Afrique et au Mali. Je me suis basé sur plusieurs rapports pour faire ressortir ça. Dans le monde, par exemple, d'après le cabinet Deloitte, la cybercriminalité était estimée en 2021 à 10,5 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez. 10,5 milliards de dollars. Ça, c'était en 2021. C'était juste après le Covid. Et ça s'explique. En 2022, 13 milliards. Et en 2025, on estime jusqu'à 20 milliards de dollars. En Afrique, d'après les chiffres d'Interpol, la cybercriminalité était estimée à 3,8 milliards de dollars en 2021, 4,6 milliards en 2022 et 10 milliards en 2025. Ouais, presque, ça augmente. Et ça s'explique parce que tout le monde a Internet presque maintenant et ça se démocratise très très vite. Oui. 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 Pour l'Afrique, c'est écrit 10 milliards ici. Ça fait déjà la moitié pour l'Afrique elle seule. Pourtant, il y a plusieurs continents. L'Afrique est l'enjeu de tout. C'est pas, vous ne vous rendez pas compte, ce continent est en pleine expansion. Pleine expansion. Et ça s'explique. Et je pense que ça tient la route. Ok, donc on vient au Mali. Au Mali, en 2021, la cybercriminalité est estimée à 63 millions de dollars. C'est énorme. Hein? Voilà. Nous, on a pas mal de banques en tant que clients et réellement, on les saigne. Les banques subissent beaucoup d'attaques. En 2021, en 2022, 75 millions de dollars et en 2025, on estime à 140 millions de dollars. Oui. Très vite. Très vite. Ok, passons. La régie?
Ok, donc maintenant on va essayer de parler du contexte de la cybermenace au Mali. On vient au Mali. On a posé, on a parlé, on a essayé de définir les concepts. C'est quoi la cybersécurité? C'est quoi la cybercriminalité? On a essayé de voir quelques chiffres. Maintenant, au Mali, qu'est-ce qui se passe concrètement? Une évolution des cyberattaques de l'ordre de 20%. Mademoiselle qui me regarde étonnée. Les principaux types de menaces, c'est le phishing ou hameçonnage. C'est-à-dire, on va vous envoyer un lien, vous demander de cliquer dessus. Voilà, et après, vous allez installer un code, et ce code va installer un backdoor sur votre machine ou votre équipement, et le client pourra accéder à distance à ce que vous voulez. Les rançons logiciels, comme qui ont fait pas mal de dégâts récemment. On a les escroqueries financières, voilà, par téléphone, Orange Money, voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi ou pas. On a les dénis de service. On va faire bloquer les serveurs ou un système, voilà, en sollicitant ce système. Et on a le skimming, c'est-à-dire tout ce qui est arnaque ou carte bancaire. Donc ça, c'est les 5 principales menaces au Mali. Donc l'impact lié à la cyberattaque, tout d'abord la réputation de l'organisation de l'entreprise ou de la structure. Ça va jouer sur la conformité, n'est-ce pas? Et sur le plan financier aussi. Voilà. Donc, on va essayer de parler de 2 cas de cyberattaque au Mali. La Direction générale des impôts et la Bank of Africa. La Direction générale des impôts, ils ont subi une attaque de type ransomware. Le groupe d'hackers qui l'ont fait, c'était HackerLockerBit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont infecté des données des impôts et ils ont tout bloqué. Ils ont demandé à peu près 200 millions de francs CFA pour pouvoir décrypter les données. Bon, les gars des impôts, ils ont refusé. Et ils ont mis ça. Ils ont mis ce compte en rebours là. Qu'au bout de 6 jours, 7 jours, 6 jours je crois, 6 ou 7 jours, s'ils ne payent pas, ils vont mettre toutes les données sur le Deep Web. Vous connaissez le Deep Web? Sur le Darknet, ok. Ah, ça c'est bon déjà. Donc, rançon demandée, c'était 20 millions de francs CFA. Le préjudice estimé de cette attaque était entre 1 et 3 milliards de francs CFA. Parce que pendant plus d'1 mois, on ne pouvait plus utiliser l'application. Voilà. Pour faire les déclarations d'impôts et ainsi de suite. OK. Ensuite, on a la Bank of Africa. Pour la Bank of Africa, le groupe HackerLockBit 3.0, ils ont fait une combinaison d'attaques. Il y avait des ransomware, il y avait plusieurs types d'attaques. Et comment ça s'est passé? Les gars, ils se sont rendus compte en juin qu'ils ont été piratés. Or, ils ont infiltré le système depuis plus de 6 mois. Parce que les informations qu'ils ont eues là, je ne sais pas si, bon, on n'arrive pas à bien zoomer, les informations qu'ils ont eues, on ne peut pas rentrer dans une banque, avoir ces informations au bout d'1 mois. Ce n'est pas possible. Ils ont piraté le système depuis plus de 6 mois. Ils ont tout pris. Ensuite, ils ont demandé leur rançon. Je n'ai pas trop aimé la politique que la banque a faite parce que la banque, elle a nié. Dans ce genre de situation, il faut accepter. La banque, elle a nié. Elle a dit que non, ils n'ont pas été piratés. Or, on voyait sur les réseaux, sur le Deep Web, plein de données. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient demandé 3 milliards de francs CFA. Bon, la banque n'a pas payé. Le préjudice de cette attaque était estimé entre 4 et 6 milliards de francs CFA. Voilà. C'est ça. Donc maintenant, le rôle du secteur privé dans la lutte contre la cybercriminalité et cybersécurité. Maintenant qu'on a planté le décor, qu'on a vu le contexte, qu'on a vu l'état des lieux,
c'est quoi le rôle? Qu'est-ce que le secteur privé peut faire, n'est-ce pas, pour lutter contre la cybercriminalité? Les atouts du secteur privé. Tout d'abord, c'est une certaine agilité que le public n'a pas, que le secteur public n'a pas, c'est-à-dire que les institutions publiques n'ont pas. On a une capacité de décision très rapide. Il n'y a pas trop de process. Voilà, et il y a une veille technologique qui est là. Les entreprises, s'ils ne suivent pas l'innovation et la veille technologique, sont vouées à l'échec, vouées à la faillite. Donc il y a ça, il y a l'expertise technologique, il y a énormément de ressources actuellement cyber, maliens, que ce soit ici, que ce soit dans la diaspora. Les moyens humains, voilà, qu'est-ce que j'allais dire, les moyens humains aussi, voilà. Parce que c'est une nouvelle discipline, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont formés dans ça. Dans l'écosystème malien, généralement, les gens ils sont plutôt réseau, simple, pur et dur, réseau ou télécom, ou, je ne sais pas, développement. Même développement, ils vont faire Java. Bon, c'est trop... un peu obsolète, quoi. Voilà. Donc, or, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de cybersécurité, mais les peu qui sont là, vraiment, ils maîtrisent la chose. Et ils sont bien outillés. Voilà. Donc, les solutions qu'ils peuvent apporter, c'est des solutions pour pouvoir sécuriser les systèmes d'information. La surveillance, par exemple, comme les SOC. Il y a des SOC qui sont là. Security Operation Center. C'est comme un call center. Donc, on va installer des balises chez le client et 24 heures sur 24, il y a des équipes qui vont tourner, qui vont faire le shift chaque 8 heures. Donc, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé, on va regarder les logs, qui s'est connecté, comment ça s'est passé. On a une vue complète de l'ensemble du système du client. Voilà. Avant, on était obligé de faire appel à des consultants ou à des entreprises maghrébines pour ça. Actuellement, je vous confirme qu'il y a des SOC ici. Voilà. Et des conseils aussi pour tout ce qui est audit, voilà, accompagnement aux certifications, mise en place de système de management, de SMSI, et ainsi de suite. Voilà. Donc, exemple d'initiative, comme je l'ai dit, accompagnement à la mise en place de SMSI, audit et tests de pénétration, ouverture de Security Operations Center, formation en cybersécurité. Voilà. Avant, c'était très difficile d'avoir, bon, c'est toujours un peu difficile, mais bon, c'est pas comme, mais c'est disponible. Il y a pas mal de structures qui font des formations en cybersécurité. Avant, c'était vraiment difficile. Il fallait partir à l'extérieur, mais là, non. Recommandations. Moi, ce que je recommande pour que la sensibilisation et partage d'informations, surtout entre l'État et les entreprises du privé, surtout, qu'on essaie de créer un cadre vraiment où les entreprises qui sont dans ce domaine-là et l'État puissent changer les informations, échanger les informations, se voir, voilà, développer des partenariats publics-privés, voilà, soutien à la formation et certification des experts, promotion de standards de sécurité, voilà, et pourquoi pas même créer notre standard de sécurité. On va voir tous les pays presque, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, même la Chine, ils ont leur standard de sécurité. Pourquoi pas? Voilà. Donc tout ça, c'est possible si l'État fait un joint venture avec le secteur privé. Voilà. Donc, en conclusion, c'est ça. Donc, nous avons vu que la cybersécurité est en augmentation constante dans le monde, en Afrique et au Mali. Les préjudices financiers qu'elle engendre se chiffrent en milliards de dollars. Les institutions étatiques ne peuvent faire face seules à l'ampleur du menace. Ils ont obligatoirement besoin de l'aide du secteur privé. Et la collaboration publique-privée est vitale. Elle est vitale. On dit des leviers existent pour encourager l'engagement du privé, comme la sensibilisation, le partenariat
des incitations. Ensemble, en unissant nos forces, nous relèverons le défi de la cybersécurité pour faire du numérique un vecteur d'opportunité pour le Mali. Des actions concrètes doivent être mises en œuvre rapidement par tous les acteurs. Le futur de la cybersécurité malienne se joue maintenant. Voilà, je pense que je n'ai pas été trop lent et que vous avez compris. Voilà, merci. Déjà, moi je suis content de savoir que la première recommandation est prise en compte parce que les MDA, c'est ce cadre-là où les acteurs se retrouvent et peuvent discuter durant 3 jours. Et aussi la seconde en partie où ici nous encourageons fermement le partenariat public-privé, permettre aux acteurs comme vous de pouvoir vous retrouver. Comme ce matin, il y avait suffisamment d'institutions et d'entreprises ici présentes. Alors maintenant, nous allons permettre à notre public de poser des questions s'il y en a. Oui, elle a déjà le micro. Voilà. Et quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'à travers une photo, on peut pirater le compte de quelqu'un. Envoyer une photo à la personne, quand la personne télécharge l'image et que la personne entre dans l'image, que ça peut pirater ses données. Est-ce vrai? Ok, sur le plan technique, c'est vrai qu'il est possible de mettre des backdoors sur des photos, sur des fichiers Word, sur des fichiers PDF. Ouais, techniquement, c'est possible. Bon, techniquement, j'ai un ami dans la salle qui a été victime il y a quelques jours. Son WhatsApp a été piraté de la même manière. Ah, voilà. Mais dans ce cas, ce type de hacking entre dans quelle famille, dans quelle technique? Le phishing ou bien le rançonnage ou bien quelle technique? C'est le phishing, parce qu'on t'envoie un fichier comme si elle était innocente, comme si la fichier elle était anodine, en fait. Donc, maintenant, ces liens, comment est-ce qu'on fabrique ces liens? Tu veux apprendre à faire ça? Attention. Il faudra maîtriser Metasploit, voilà. On se voit après. Ah. Attention à ne pas faire ça aux amis. Voilà, surtout. Alors, ma question à moi, ça concerne l'attaque que la BOA a subie. Oui. Et vous aviez dit que vous n'y étiez pas pour la politique que la BOA a adoptée en agissant contre l'attaque qu'ils ont subie, quoi. Donc, selon vous, quelle était la meilleure façon de réagir à cette attaque? Non, tout d'abord, la première des choses, c'était de reconnaître qu'ils ont subi une attaque. Parce que quand on veut régler un problème, il faut admettre qu'on a un problème. On ne peut pas régler un problème en l'ignorant. Ou on va le gérer partiellement, ou il y aura toujours quelque chose qui va revenir. En tout cas, c'était ça. De reconnaître d'abord qu'on a été hacké. Maintenant, ils peuvent rassurer les clients en disant qu'ils sont en train de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir remettre tout en ordre. Et voilà. Et, si je comprends bien, cela insinue que le conseil au niveau de la sécurité informatique de la BOA n'est pas à la hauteur, quoi. Attention, on ne veut pas arriver jusque-là. On n'arrivera pas là. voilà. Ok. On est en direct. Hein? Oui. Oui, Djabé. Bon, est-ce que les Djabé là même ont droit à poser des questions ici? Voilà, c'est la contribution qu'on n'aime pas à l'heure là, en fin de journée là. Tout le monde veut rentrer à la maison. Oui, en fait, par rapport à l'attaque de BOA, je pense que la politique, il y avait en fait une autre politique qui était derrière. C'est que BOA, c'est une institution commerciale. L'attaque a bien eu lieu. Mais ils ont évalué en fait la situation. C'était plus critique pour eux de reconnaître l'attaque commercialement que de nier l'attaque. Donc, en termes de cybersécurité, il faut toujours comprendre. Le jour où on va penser, se dire qu'on ne pourra pas se faire pirater, c'est ce jour-là qu'on est. C'est-à-dire, il faut être conscient qu'on s'est déjà fait pirater. Déjà. Ouais. Donc, tout le monde peut se faire pirater. Maintenant, il faudra seulement mettre en fait les procédures, les normes et les techniques qu'il faut au cas où on va se faire pirater. Éviter au maximum déjà. Hein. 2, au cas où on va se faire pirater, minimiser les risques.
évaluer les risques et minimiser aussi la rupture de service. Maintenant, pour la BOA, c'était très simple. Ils se sont fait attaquer, c'était en vente libre sur le dark web, c'était clair et net, mais le client, en fait, lambda de la BOA, ne connaît ni la cybersécurité, ni le dark web. Donc, c'était plus, en fait, une décision commerciale de nier l'attaque que d'assumer. Et moi, je vais dans leur sens. Ils ont bien fait de nier parce que à l'époque, s'ils avaient affirmé qu'ils s'étaient fait pirater, ils auraient perdu beaucoup de clients. Donc, tout dépend de la politique, du positionnement qu'on se donne, en fait. Mais nous, en tant que technique, nier l'attaque ou nier qu'on ne s'est pas fait pirater, c'est un peu gauche, quoi, pour nous. Donc, voilà, c'est pour dire que je vais dans le sens que Adou, et ils pouvaient aussi assumer, hein, mais c'était une décision à leur niveau. Merci. Moi, c'est plutôt un commentaire que je veux recueillir. Là. Ok. Dans le domaine, souvent, il se dit que les meilleurs attaquants en matière de cybercriminalité ou bien cyberattaque sont souvent les défenseurs. Oui. C'est-à-dire ceux qui sont censés même défendre l'institution en interne qui, par des voies et moyens, attaquent le système dans le but de pouvoir y tirer profit. Inside job. Voilà. Oui. Quel est votre commentaire sur ça? Oui, c'est vrai. Si l'employé est mécontent, tout ça, c'est des politiques et des stratégies des entreprises. Si l'employé est mécontent, obligé, s'il n'est pas bien payé et qu'il voit l'argent passer tout le temps et qu'il peut. Donc c'est une réalité. C'est une réalité, c'est la nature humaine aussi. C'est une réalité et c'est du management aussi. Ça dépend de la structure, comment la boîte gère ses employés, comment la boîte... Tu peux m'aider? Oui. Tu peux m'aider là-dessus? Si, c'est que ça dépend de la structure même de la boîte. Et si ceux qui doivent s'occuper de sécuriser des milliards sont payés avec des miettes, ils peuvent parfois baisser la garde à leur propre profit. Absolument. C'est comme le policier qu'on ne paye pas suffisamment, qui vient à la circulation pour récupérer sur sa paye, quoi. C'est le même mécanisme. Ah, oui. Donc, d'abord, merci beaucoup, monsieur Abdoulaye, pour le partage. C'est un grand plaisir. Alors moi, j'aimerais plus savoir côté formation. OK. Quelles sont les institutions actuellement aujourd'hui conseiller à un jeune qui aimerait évoluer dans le domaine de la cybersécurité pour se former? OK. Donc, moi, ce que je conseille d'abord, c'est d'avoir une bonne base en réseau. Une bonne base en réseau. Les hackers, c'est simplement des gens qui ont compris comment le système fonctionne et ils l'ont contourné. Une bonne base en réseau. Connaître aussi un peu tout ce qui est développement. Voilà, parce qu'il y a énormément de domaines dans la cybersécurité. Maîtriser le réseau d'abord. Voilà. Après, bon, c'est vrai que les universités n'ont pas assez de modules par rapport à la cybersécurité. Mais il y a Internet aussi. Vous pouvez regarder plein de formations. Voilà. Merci. Merci, de rien. La dame, je sais que, en tout cas, les cours de Harvard en matière de cybersécurité sont disponibles en ligne. Très intéressant. Bonsoir. Bonsoir. Dans la présentation, au niveau de la recommandation, il y avait la sensibilisation. Ma question se porte sur quelles sont les meilleures pratiques pour sensibiliser et former les employés dans les entreprises à la cybersécurité. Il y a énormément de choses. Il y a des outils comme Terranova, par exemple, qui permettent à des employés, c'est des cours en ligne où on peut passer des examens, c'est-à-dire des cours en ligne, des cours pédagogiques qui nous donnent l'hygiène par rapport à la cybersécurité. Voilà, chaque fois qu'on passe un palier, on a un petit diplôme. Voilà, il y a ça. Il y a des trucs comme Terranova. La formation aussi. La formation, beaucoup former les employés. Voilà, énormément former les employés. Voilà, je pense que c'est ça, quoi. Diabé, il y a quoi d'autre?
Ah, mais en fait, parfois les hackers ne sont pas aussi forts que les hackers. Exactement. Et pour la petite histoire aussi, il faut savoir que la cybersécurité, ce n'est pas seulement technique. Absolument. C'est que la cybersécurité, les plus grands hackers, c'est les gens qui ont l'information au bon moment. Le plus grand hacker de tous les temps, c'est Hushpuppi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Nigérian. Il n'a jamais été un expert en cybersécurité. Il a tout le temps eu la bonne information. Il s'est mis des politiques en place pour pouvoir hacker. Donc, il faut être au courant de l'information, déjà. Sensibiliser dans le sens que les gens puissent prendre conscience que tout le monde est exposé. Tant qu'on utilise l'outil numérique, on est exposé. Et qu'on ait les bonnes pratiques dans l'utilisation de ces outils-là, que ce soit le mobile, que ce soit l'ordinateur portable, que ce soit la télévision, que ce soit les modes connectés. En fait, il y a des procédures pour utiliser ces choses-là dans les meilleurs termes et tout ça, comprendre ces choses-là et faire des mises à jour de ces outils. C'est très important. Les mises à jour de ces systèmes d'exploitation, de son téléphone, de ces objets connectés, tout ça, ça permet en fait de se protéger et de prendre conscience aussi qu'on est tous exposés. Voilà. Ces temps-ci, il y a un petit truc qui m'a effrayé. Nous tous, on avait confiance en Anonymous pour hacker les gens. Au début de la guerre d'Ukraine, Anonymous a voulu s'attaquer à la Fédération de Russie. Ils les ont fait disparaître d'Internet carrément. Ouais. Clean. Donc les gens ont la capacité de nous faire disparaître aussi d'Internet. De faire comme si on n'a jamais existé. Moi, je doute beaucoup d'Anonymous. Je doute beaucoup d'Anonymous. Parce qu'ils font des mouvements géopolitiquement. Lorsqu'on fait des lectures et qu'on se rend compte que c'est pas aussi Anonymous qui veut le faire. Voilà. Oui. Le dernier, non? Oui, le dernier, on va dire. Marche. Alors, ma question concerne le chapitre de la formation. OK. Quel état des lieux vous faites aujourd'hui de la formation en matière de cybersécurité, que ce soit c'est-à-dire avec les établissements financiers, les banques, on a parlé de la BOA tout à l'heure, mais avec les PME également, quel état des lieux vous faites de la formation au niveau du Mali? Est-ce que ces institutions investissent réellement dans la formation? Est-ce que la formation, le coût de la formation également est accessible? Est-ce que la formation disponible sur le marché malien est aussi efficace pour répondre aux besoins? Donc, en gros, voilà la question, l'état des lieux. OK. La formation, elle est efficace. Ça, on répond. Les PME, non, on n'a pas. Les PME ne sont pas. Il n'y a pas énormément de PME. Nos plus grands clients, c'est les institutions financières. C'est eux qui ont compris l'enjeu. Et ils ont compris les enjeux parce que, par exemple, pour les banques, la JMEA les a imposés de se certifier PCI DSS. Donc, pour se certifier PCI DSS, c'est des normes pour tous ceux qui hébergent les cartes bancaires et ainsi de suite. Donc, si vous, dans votre banque, vous utilisez des cartes bancaires ou que vous hébergez des cartes bancaires, vous êtes obligé d'adopter à peu près 12 règles. Donc, pour ce faire, vous êtes obligé de former le personnel, vous êtes obligé de recruter un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Voilà. Donc, généralement, c'est les banques et les institutions financières qui ont compris ça. Voilà. Mais malheureusement, les PME, c'est pas... Très peu sont les PME qui... Ce n'est pas lié à l'accessibilité des coûts de formation? Bon. Non. Non, c'est pas trop, c'est pas cher. C'est pas trop cher. C'est pas cher, c'est pas trop cher. Vous allez pouvoir en discuter juste à la fin du panel parce que cher est très relatif. Bon, je pense qu'on y est. Voilà. On est arrivé, on a pu survivre à la journée 1. Tout le monde s'applaudit. Merci beaucoup, M. Traoré, pour l'expertise partagée et surtout ce partage fait avec joie et avec beaucoup d'intérêt et de considération qui nous a été accordé. C'est normal. Alors, nous allons appeler le mannequin maison Ethan Ada pour la photo de famille. Non, mais en tout cas, quand vous venez au MDA, vous savez que Ander est le mieux habillé. Donc, il n'y a même pas à forcer dans sa garde-robe. Venez seulement. Ander a gagné le concours, c'est fini.